Pour la deuxième partie de cette matinée, nous allons revenir sur les enseignements que l'on a pu tirer des différentes sanctions prononcées au cours de l'année 2014. Peut-être avant de commencer et avant de regarder quelques thèmes qui nous tiennent à cœur, je souhaitais rappeler que, évidemment, on va souligner des sanctions, des dispositifs qui ne fonctionnent pas. Il est bon de rappeler qu'il y a beaucoup de dispositifs de contrôle qui nous paraissent être complètement satisfaisants. Oui. Pour vous donner des ordres de grandeur, évidemment, lorsque l'AMF effectue des contrôles, il y a seulement 40% de ces contrôles qui vont donner lieu à ce qu'on appelle une notification de grief. Ça veut dire qu'il y a 60% des dispositifs qui, au moment du contrôle, tout de suite, nous semblent satisfaisants. Et sur ces notifications de grief, aujourd'hui, à peu près la moitié donne lieu à des transactions, à des compositions administratives, la moitié donne lieu à des sanctions. Là encore, c'est pour dire, quand il y a un contrôle, il y a évidemment, lors du contrôle, beaucoup de dispositifs qui sont satisfaisants. Cette année, on a essayé de regrouper par thème et de vous faire un zoom sur quelques thèmes qui nous semblent être très importants en termes d'expérience, d'apprentissage, des sanctions qui ont été prononcées. Et je voulais revenir tout d'abord sur les dispositifs de conformité et de contrôle interne. J'ai constaté qu'il y a en effet beaucoup de sanctions qui ont été prononcées sur les dispositifs de conformité et de contrôle interne. Et donc, quels sont les enseignements que l'on peut voir, que l'on peut tirer de ces premières décisions sur les dispositifs de conformité ? Très bien, merci Xavier. Bon, d'abord, je rappelle à titre préliminaire que nous parlons ici des décisions de la commission des sanctions. Pas mal d'entre elles, il faut bien le dire, font l'objet de recours. Et donc, il pourra arriver au fil de l'exposé que nous parlions de décisions de la commission des sanctions qui ne sont pas encore définitives, puisqu'elles ont fait l'objet, effectivement, de recours. Alors, globalement, Xavier a dit que nous traitions à la commission des sanctions des cas difficiles et que donc il ne faut pas en tirer l'idée d'un panorama très sombre de la situation du contrôle interne dans vos différentes entreprises. Néanmoins, en contre-champ de ça, vous allez voir que nous trouvons encore des situations qui sont parfois un peu surprenantes, disons, au regard des standards normalement exigés. Alors, en un mot, je crois pouvoir dire que ce que nous recherchons tous, vous, le collège de l'AMF et la commission des sanctions, c'est un dispositif de contrôle efficient. Voilà, c'est pour moi le mot. Il faut que ça marche, que ça donne des résultats. Alors, ça veut dire quoi ? Moi, je retiens 4 éléments de cette efficience. Le premier, c'est qu'il faut que ces dispositifs soient formalisés. Formalisés globalement, qu'on ait une idée de l'organisation du contrôle de façon précise, décrite, et que, deuxième point, il doit être formalisé contrôle par contrôle, c'est-à-dire que quand on fait un contrôle, il faut que ce contrôle permette au régulateur ensuite d'avoir une idée de ce qui s'est passé et de la manière dont ce contrôle a produit des résultats. Donc ça, c'est la formalisation. Autre manière de le prendre, c'est que il faut de la traçabilité. C'est-à-dire que quand l'AMF vient vérifier que le dispositif de contrôle ou de conformité fonctionne bien, ben, il faut qu'elle ait accès à une documentation, à des rapports. Alors, premier point. Deuxième point, il faut que ça soit adapté. C'est-à-dire qu'il faut que le dispositif de contrôle couvre bien et de manière différenciée, adaptée,
toutes les activités de la maison. Troisième point, il faut que ça soit mis en œuvre effectivement, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un magnifique dispositif sur le papier, et il faut aussi qu'il soit mis en œuvre de manière concrète et assidue. Dernier point, évidemment, pour faire ça, il faut être doté de moyens techniques et humains suffisants. Alors, je suis un peu confus de rappeler ça, parce que véritablement, ce sont des choses finalement assez banales que je viens de vous dire. Mais vous allez voir que c'est pas toujours complètement compris dans les affaires, en tout cas dans lesquelles nous avons statué. Si on reprend le premier point, des contrôles insuffisants, par exemple, c'était concrètement, il y a eu des affaires à la commission de sanctions qui peuvent illustrer ce thème? Oui, alors je vous donnerai un exemple qui est une décision, je ne cite pas les noms ici, c'est pas la peine, une décision du 3 juin 2014. On va la retrouver, cette décision, tout au long de notre petite discussion. Elle est assez exemplaire, en réalité. Un système de contrôle qui était effectivement là, mais insuffisant. Un chiffre tout bête, n'est-ce pas? En termes de contrôle véritablement identifiable, que l'AMF a pu contrôler sur pièce en voyant ce qui s'était passé. 4 contrôles formalisés en 3 ans seulement. Vous comprenez que ce soit un peu insuffisant, et c'est ce que nous avons dit. Voilà, je donne cet exemple parce qu'il est effectivement assez topique de ce qu'on veut dire quand un contrôle effectif. Et sur les contrôles correctement réalisés, vous avez d'autres exemples où, en effet, on a pu retrouver quelques exemples très factuels de contrôles qui n'étaient pas complètement réalisés? Oui, ça existe. Alors, on va déborder un peu sur l'année 2014, là, et prendre une décision de tout début 2015, du 12 janvier. Contrôle des conditions de respect des mandats de gestion. Nous sommes tombés sur un cas que le collège nous a soumis. Un tiers des dossiers contrôlés étaient dépourvus du moindre élément de connaissance du client, et moins d'un dixième des dossiers possédaient le fameux questionnaire complet de connaissance du client. Donc, vous voyez, là aussi, ce sont des carences assez manifestes. Donc il peut y avoir des dispositifs insuffisants, il y a aussi des dispositifs, vous citiez, parfois inadaptés, qui ont donné lieu à des sanctions également cette année. Oui, tout à fait. Nous avons sanctionné, dans une décision du 23 décembre 2014, un cas dans lequel le contrôle couvrait bien les activités de gestion d'actifs, mais était complètement insuffisant, voire même inexistant, sur les activités de RTO. Il y avait les 2 activités, et du coup, il y a eu des dérapages sur la RTO qui n'ont pas été identifiés, que, évidemment, l'AMF a identifié. Et donc, si vous voulez, disons que les opérations de transmission des ordres ne se sont pas déroulées de manière égale, je dirais, entre les différents auteurs là. On affectait a posteriori les opérations à certains comptes. Évidemment, c'est tout à fait inacceptable, et le contrôle ne l'avait pas vu parce qu'il était déficient sur la RTO. Voilà, donc il faut que toutes les activités que vous exercez soient couvertes par un contrôle, une conformité correcte. Est-ce que dans le même ordre d'idée, dans ces procédures inadaptées ou
mal mise en œuvre? Est-ce que vous avez découvert aussi, dans le cadre de tous les dossiers, des processus qui n'étaient pas forcément mis en place, qui étaient décrits mais pas forcément mis en place? Alors, oui, si vous voulez, une des caractéristiques que j'ai peut-être oubliées dans les prérequisites d'un bon contrôle ou d'une bonne organisation de la conformité, c'est que, comment dirais-je, il faut que ça soit immédiatement opérationnel. C'est-à-dire que lorsque un agrément a été donné, il faut que le jour même du démarrage des activités, tout soit en place et opérationnel. On a eu un cas, c'est une décision du 17 octobre 2014, où ceux qui étaient en face de nous défendaient la thèse suivant laquelle on pouvait s'adapter progressivement au fur et à mesure du développement des affaires. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tout soit en place. Nous sommes dans des activités qui sont effectivement très réglementées, et donc il faut que tout ce qui est nécessaire soit en place et opérationnel le jour du démarrage. Voilà, c'est ce qu'on leur a dit. Alors dans le cas en question, 20 mois après l'agrément, sur 45 procédures jugées indispensables pour qu'il y ait un bon contrôle, on en a eu 16 seulement qui avaient été effectivement mises en place. Donc voilà. Donc c'est un exemple de mise en place incomplète. Ça, c'est un point très important que l'on souligne côté agrément initial des sociétés de gestion. C'est-à-dire que quand les programmes d'activité sont vus pour la première fois par l'AMF, évidemment, la moindre modification des processus de gestion, des processus de contrôle, doivent être ensuite mises à jour dans le programme d'activité. Donc veillez bien, je l'ai redit ce matin, veillez bien en effet à notifier à l'AMF tous les changements de programme d'activité, que l'AMF vous connaisse, parce qu'en effet, ce n'est pas juste une question de connaissance pendant l'agrément, c'est très utile ensuite pour savoir, et ça sera pris en compte dans les contrôles. Si l'on passe... On a un cas d'ailleurs tout à fait frappant de ce que vous dites, cher Xavier. Nous avons eu le cas d'une société de gestion qui avait donc été agréée dans les années 2000. C'est une affaire du 27 juin 2014. En 2008, plus tard, donc beaucoup plus tard, on s'est aperçu que les modifications étant intervenues dans l'actionnariat, dans les gestionnaires, n'avaient pas été notifiées. Ce qui fait qu'on est arrivé en 2011 avec une AMF qui, sur les 7 gérants de la maison en question, n'en connaissait plus qu'un seul. Parce que, effectivement, les notifications des changements, les mises à jour n'avaient pas été faites. Et ça correspond tout à fait à ce que vous disiez. Si on passe au thème des moyens techniques et des moyens humains, qui évidemment sont des thèmes très importants dans le cadre de la robustesse d'une société de gestion ou d'un prestataire de services d'investissement, on regarde pendant l'agrément, en effet, si la société a suffisamment de contrôleurs, a suffisamment de dirigeants pour mener son activité. Sur ce thème-là, quelles sont les problématiques que vous avez rencontrées au cours de l'année écoulée côté sanctions? Alors, je vous donne un exemple qui est à nouveau l'affaire du 3 juin 2014, où on a décelé, enfin d'abord évidemment la poursuite, mais aussi nous avons dû caractériser le grief, des insuffisances de moyens techniques et humains assez clairs. Bon, première insuffisance technique, pas de cartographie des différentes catégories de clients. Donc, on ignorait dans cette société, ou en tout cas le contrôle interne, ignorait si le client était un client RTO ou un client sous mandat de gestion. Alors évidemment, ça ne rend pas le contrôle facile. Et puis deuxièmement, on a bien dû constater que le RCCI dans cette société travaillait, comment dirais-je, de façon... on peut travailler avec les gérants quand on est RCCI, bien entendu.
Mais là, ils prenaient des décisions en commun, pratiquement. Donc, si vous voulez, c'est pas tout à fait ce que l'on doit faire. C'est un exemple. Et alors, ça caractérise l'insuffisance de moyens humains, c'est-à-dire que dans ces situations-là, il n'y a pas assez de gens, et donc, voilà, on regroupe et on essaye de faire avec. La fonction de contrôle et de conformité doit disposer des moyens humains suffisants. Vous pouvez le dire autour de vous. Et donc, quel est le raisonnement que vous adoptez en fait pour ça, pour juger de l'adéquation? Est-ce que vous avez des ratios ou, comment ça se passe? Disons que nous pouvons entrer dans le détail, y compris le détail de la charge de travail. Bon, j'ai un exemple en tête, qui est une affaire récente du 1er octobre 2014. Il s'agissait de traitement d'ordre par plateforme sur Internet, et où il y avait une seule salariée qui était chargée de regarder si par hasard la configuration de ces ordres n'était pas caractéristique d'une manipulation de marché. Quand il faut faire face à un afflux d'ordres très très important, notamment suite à une campagne commerciale, etc., c'est notoirement insuffisant. Et ça l'est d'autant plus quand le RCCI de cette société avait réclamé un renforcement qui lui a été accordé 2 ans plus tard. Si on passe à un sujet qui a fait l'objet de beaucoup de doctrines au niveau de l'AMF, qui est le sujet de la gestion des conflits d'intérêts ou du respect de l'intérêt des porteurs ou des investisseurs. Est-ce que vous avez des enseignements observés au cours de l'année 2014 suite à une sanction, par exemple? Oui, alors j'ai en tête au moins 2 affaires qui se présentent un peu d'une manière assez proche. Le premier cas, je vous donne la date, 30 octobre 2014. Et, bon, il y avait d'abord une situation objective de conflit d'intérêts. Alors, ça, c'est pas en soi condamnable. Quand il y a une situation objective de conflit d'intérêts, il faut l'identifier, puis il faut la traiter. Mais ce sont des choses qui existent. Bon. Alors, il y avait une situation objective de conflit d'intérêts qui était un problème de gérance, c'est-à-dire que le même gérant était en charge à la fois d'un fonds A important, qui investissait de manière quasi exclusive, enfin, dans un pourcentage assez massif, dans un fonds B. Et la même personne était gérante du A et du B. Et quand le A a décidé de racheter la totalité de sa participation dans le fonds B, eh bien, comment dirais-je, l'égalité entre les porteurs de parts du fonds B n'a pas été totalement respectée. Donc il y avait un conflit, une situation de conflit objective qui aurait pu se traiter, mais qui ne l'a pas été en réalité de manière correcte. Alors ça, c'est le premier cas que j'ai en tête. Le deuxième cas, il est intéressant aussi. C'est un peu la même situation. Vous avez une demande de rachat très importante dans un fonds donné. Et bon, il faut savoir ce qu'on va faire des parts du fonds qui sont récupérées. Et là, investissement circulaire. Dire, X me demande un rachat massif et je replace ce qui revient dans un certain nombre de fonds dont j'assure la gestion. Voilà. Alors, soyons clairs, l'investissement circulaire n'est pas nécessairement condamnable. Mais dans le cas précis, c'était très important. Ça a coûté, évidemment, en termes de fees sur les opérations circulaires, et donc la Commission a estimé
que c'était une carence du contrôle. Sur ce thème-là, s'agissant de mouvements de rachat importants à l'actif des fonds, Ouais. la bonne pratique recommandée par les services est en effet quand il y a un rachat qui pèse pour 90% de l'encours du fonds, la bonne pratique est de suspendre les souscriptions rachat pour l'ensemble des porteurs, évidemment de laisser la possibilité à l'ensemble des porteurs de sortir sur le même niveau. Donc c'est à nouveau que ça soit un client interne, et dans un cas d'un client interne, c'est vraiment criant, mais si c'est un client externe, c'est la même bonne recommandation de la part de l'AMF, c'est-à-dire on suspend les rachats sur l'ensemble du fonds. Il y a eu des problèmes, je crois, de murailles de Chine, de Chinese Wall cette année encore. Oui. D'ailleurs, nous avons eu une décision assez importante, puisque des sanctions lourdes ont été prononcées. C'est une décision du 25 avril 2014. Les opérations de Chinese Wall, les exigences de Mur de Chine, ça ne vous surprendra pas. Elles sont regardées de près à l'occasion de griefs tenant à des manquements d'initiés, bien entendu. Alors là, nous étions en présence de deux sociétés du même groupe. L'une, nous avons jugé qu'elle détenait l'information privilégiée. Il y avait un mur de Chine avec une autre société du groupe et nous avons jugé au cas particulier que le mur de Chine était poreux. Voilà. Ceci au prix, effectivement, d'une approche en termes de faisceau d'indices, qui montrait qu'il y avait un certain nombre d'indices, comme toujours, concordants, précis, non ambigus, qui nous ont conduits à dire qu'effectivement, il y avait eu transmission et utilisation de l'information privilégiée en question. Sur le thème des marchés, il y a eu aussi des décisions assez importantes sur la détection des abus de marché. Et ça, c'est peut-être un point à souligner, de dispositifs de détection qui ne permettaient pas forcément la réalisation des bons tests et des bonnes détections. Oui. Alors, on a eu deux cas intéressants, complètement différents, mais intéressants. À nouveau, une décision que j'ai déjà citée du 1er octobre 2014. Là, c'était un cas où, en réalité, le prestataire de services d'investissement en question ne s'était pas doté, en réalité, des moyens humains et techniques suffisants. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la personne seule qui était confrontée à des afflux d'ordre extrêmement important et qui n'a pu faire face. Donc, il n'y avait pas vraiment de système de détection, en réalité, des opérations présentant certaines caractéristiques qui peuvent conduire à les qualifier d'abusives. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, alors il faut que je vous retrouve la date, du 22 juillet 2014, alors, elle est intéressante. C'est les obligations de déclarer à l'AMF, effectivement, les cas suspects d'abus de marché. Alors, il s'agissait d'une banque importante qui avait tout ce qu'il fallait en place. Et de façon assez sophistiquée, puisque les opérations en question, qui s'étaient déroulées dans une agence de province, sont effectivement remontées dans le système d'alerte. Les sonneries ont sonné. Les responsables se sont réunis.
et ont décidé que, en gros, il n'y avait pas lieu de transmettre à l'AMF. Alors, nous avons jugé que dans ce cas particulier, il y avait eu une erreur d'appréciation sanctionnable qu'ils auraient dû transmettre. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire du tout que, mécaniquement, si vous avez un système qui fait sonner une alerte, il ne faille pas faire, comment dirais-je, montre d'un certain pouvoir d'appréciation. Il y a des choses où ça peut sonner et que véritablement, après examen, il n'y a pas lieu. Il faut bien le dire, quand on lit la décision en question, quand même, nous avons placé la barre assez haut. Hein. C'est-à-dire que quand ça sonne, pour ne pas prévenir l'AMF, bon, il faut vraiment avoir un dossier solide. Voilà, c'est le message que, en tout cas, on peut, je crois, faire passer, hein, cher Xavier. D'ailleurs, c'est possible, mais vraiment, il faut avoir regardé ça de très très près et ne pas commettre d'erreur d'appréciation. Hein. Voilà. Donc la barre est assez haut, si vous voulez, quand votre système vous signale des opérations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des marchés. Je voulais finir par un dernier thème qui est le sujet valorisation des fonds. Je crois qu'il y a eu en effet ce genre de problématique qui a été abordée au cours de l'année 2014. Je l'indiquais dans mes propos introductifs, les niveaux de valorisation des actifs financiers en taux d'intérêt sont très élevés, les taux sont bas. Donc c'est une problématique que l'on a rencontrée au cours de l'année 2014. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus quels sont les enseignements que vous avez vus? Alors, c'est effectivement c'est un peu nouveau hein, qu'on parle ici d'une composition administrative. Je rappelle quand même, pour la bonne règle, que la reconnaissance, enfin la composition administrative AMF diffère de ce qui est en œuvre, par exemple, devant l'autorité de la concurrence. C'est-à-dire que devant nous, il n'y a pas reconnaissance de culpabilité. Hein. Donc, voilà, c'est un cas que je décris. Nous avons homologué cette composition administrative. C'est le rôle de la commission des sanctions qui, là, est un pouvoir d'homologation, donc avec une certaine, comment dirais-je, distance vis-à-vis de ce qui a été de l'objet de la composition. Mais nous regardons hein, quand même si tout ça tient bien la route. Alors, qu'est-ce qui s'était passé ici? C'était, Xavier Parrain en a parlé dans son propos introductif tout à l'heure. Dans la conjoncture actuelle des marchés, la question de la valorisation des actifs non cotés pose des problèmes effectivement difficiles parfois. Hein. Et alors, là, on était dans un cas intéressant où la société, pour valoriser, avait, comment dirais-je, pour dire les choses de façon intelligible, elle avait un peu renversé le processus. C'est-à-dire, elle faisait en interne son propre processus de valorisation, et puis elle recherchait, dans ce qui était disponible, à l'extérieur, les contributeurs externes qui se rapprochaient le mieux de la valorisation qu'elle avait calculée en interne. Alors, bon, c'est pas comme ça que ça doit se passer, normalement, n'est-ce pas? C'est plutôt l'inverse. On prend ce qui est en externe et puis on regarde laquelle vous paraît la plus proche de la réalité. Voilà. Là, on avait un peu inversé le processus, mais ça s'est traité par une transaction, ce qui ne veut pas dire que ce qui fait l'objet de transactions est nécessairement d'une importance mineure, n'est-ce pas? Les critères ne sont pas ceux-là. Un des critères de la transaction, enfin de la composition administrative, c'est que bon, la jurisprudence soit bien établie, qu'on ne soit pas
face d'une question véritablement nouvelle. Alors, ce n'était pas une question nouvelle, mais c'est une question qui revêt une actualité particulière, compte tenu de la sensibilité aujourd'hui de la moindre petite variation de taux, ce qui, dans les dispositifs de valorisation cash flow actualisé et autres, pluriméthodologiques, évidemment jouent un grand rôle. Michel Pineau, merci beaucoup. On a fait un petit panorama. Évidemment, il y a beaucoup plus d'enseignements à tirer de l'ensemble des sanctions. Dans les slides, on vous a cité les principales dates de sanctions. On vous invite à lire de manière beaucoup plus approfondie ces documents. Mais là, on voulait vraiment vous faire un bref aperçu des quelques thèmes qui nous semblent très riches d'enseignements. Merci beaucoup. Voilà, merci.